Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce podcast numéro 11. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu, ça va pas forcément être sur l'entrepreneuriat, mais ça va être sur le développement personnel. À la base, je suis vraiment pas un fan de développement personnel, je suis quelqu'un d'assez terre à terre et qui ne croit pas trop tout ce qui est spirituel, méditation, tout ce qui est un petit peu développement personnel, tout ce qui sort un peu de l'aspect réel, j'ai un petit peu de mal avec. Sauf que depuis un an, forcément, je me suis intéressé énormément à l'entrepreneuriat. Et qui dit entrepreneuriat, en gros, dit développement personnel. C'est-à-dire que moi, si je devais faire un peu la rétrospective depuis mes un an, je pense que même si on disait, est-ce que même si j'ai galéré pendant un an, que vraiment il y a des périodes c'était super difficile, j'avais vraiment pas une thune, j'avais rien à bouffer. Si on me disait, même si aujourd'hui tu n'avais pas le succès que tu rencontres depuis quelques mois, est-ce que tu referais la même chose? Et je pense que juste pour l'aspect personnel, donc juste pour ce que ça m'a apporté personnellement, ce que, ce que, comment dire, ce que ça m'a apporté niveau personnel et niveau mindset, donc état d'esprit, je pense que tout de suite je vais dire oui en me disant, enfin voilà, de toute façon, ça m'a tellement apporté sur le plan personnel, sur le plan humain, sur le fait de me connaître, de mieux me connaître. Et pourtant, depuis un an, j'ai suivi énormément de formations sur comment gagner de l'argent en ligne. Je n'ai pas fait malgré toutes les formations qui existent en développement personnel, je n'ai fait aucune formation sur le développement personnel. Sauf que j'étais obligé de passer par ce point-là. J'ai lu des livres sur ça, j'ai pas eu le choix parce que je me suis rendu compte, quand vous êtes entrepreneur, la réussite, elle dépend juste de vous, tout simplement. Elle va dépendre des choix que vous allez faire, des initiatives que vous allez prendre. Si le matin, vous vous levez à 11 heures, ben vous avez perdu 3 heures par rapport à l'autre entrepreneur à côté qui, lui, se lève à 7h30 et qui, à 8 heures, est devant son écran. Et forcément, cette personne-là, elle a plus de chances que vous de réussir, tout simplement, parce qu'elle se donne plus ses moyens que vous. Et pourtant, j'étais persuadé à la base que j'étais pas quelqu'un quelqu'un qui. Je suis très réfractaire à la discipline et je pensais que l'autodiscipline au début, c'est vraiment ce qui va être le point compliqué pour moi, c'est vraiment de m'imposer une autodiscipline. Et aujourd'hui, je suis même je suis le premier surpris. Je ne suis jamais, que ce soit le week-end, le samedi, le dimanche, peu importe, je prends tellement de plaisir à ce que je fais que de toute façon, à 8 heures, je ne mets plus de réveil depuis très longtemps. Et de toute façon, en gros, à 7h30, je commence à ouvrir les yeux et à 8h, grand maximum, je suis sorti du lit. Et à 8h05, j'ai mon café et je suis devant l'écran et je suis déjà en train de bosser. Mais, je ne considère même pas comme un travail et j'ai même pas un réveil, quoi. C'est-à-dire que c'est devenu un automatisme et j'ai envie de me lever, quoi. Enfin, c'est pas comme avant quand je travaillais dans le salariat. Même si j'avais à la fin le poste soi-disant, je recherchais depuis des années, je me trouvais un peu l'excuse de me dire bon, j'ai pas encore trouvé le poste qui me convient, donc forcément, c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à rester dans une entreprise. Et au final, je me voilais la face, je suis juste pas fait pour le salariat de manière générale, et que voilà, donc du coup, je me disais, et à la fin, pourtant, j'avais le poste que je recherchais depuis 15 ans, et malgré que j'avais ce poste-là, j'avais pas envie d'aller bosser le matin, tout simplement. Et, euh, et du coup, euh, de quoi j'ai envie de parler sur ce podcast, c'est un peu ce qui me dérange de manière générale. Alors, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc là, je pense que je vais vraiment parler avec mes tripes, ce que je n'aime pas forcément. Euh, En fait, en France, c'est vraiment devenu un défaut d'avoir un cœur, en quelque sorte. C'est-à-dire que moi, à la base, je suis vraiment quelqu'un de foncièrement gentil et pour les gens que j'aime, je suis prêt quasiment à donner ma confiance absolue et je suis quasiment prêt à donner tout. Sauf que la vie m'a montré de manière générale que on ne pouvait pas être comme ça. Tout simplement parce qu'il y a trop de gens qui sont là pour profiter de ça. Euh, j'ai vraiment passé
on va rentrer sur ce podcast dans le plan très personnel. J'ai vraiment passé une sale période de mon adolescence où vraiment je donnais une entière confiance aux gens que j'aimais. Je me suis fait forcément, du coup, les gens ont profité de ces gentillesses et de cet aspect-là pour justement un peu en profiter. Et du coup, derrière, j'ai vraiment passé, on va dire, de mes 18-19 ans jusqu'à mes bien 32 ans. J'ai vraiment passé une période où j'ai été obligé de me blinder par rapport à tout ça en me disant, voilà, en gros, t'as un cœur à la base, t'es prête à tout donner pour les gens que t'aimes, t'es prête à tout donner pour ta confiance et ainsi de suite, mais à chaque fois on me l'a fait à l'envers en gros. On a profité de toi, on a abusé de ta confiance, et au final ils ont réussi à me faire passer dans l'extrême opposé, c'est-à-dire je suis devenu, à l'heure actuelle, je pense que, alors on rentre vraiment dans le côté personnel, à l'heure actuelle je suis célibataire et je pense que c'est vraiment dû à ça. C'est-à-dire que on a tellement abusé de cette confiance, de cette gentillesse que j'ai été obligé de me blinder par rapport à ça et j'ai été obligé de passer un peu dans l'extrême. C'est-à-dire que je suis obligé maintenant de me blinder et de me dire que même si quelqu'un est sincère, j'ai du mal à le reconnaître à l'heure actuelle parce que j'ai tellement souffert du fait que les gens ont profité de ma gentillesse. Alors que moi, ma gentillesse à la base, elle était vraiment mais dans un esprit. C'est-à-dire que moi, j'ai plus de satisfaction à donner quelque chose à quelqu'un que de me l'offrir moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, je suis vraiment il y a des gens qui disent que ça peut pas être possible, c'est pas vrai. Je suis vraiment pas d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, je suis vraiment dans le truc où si j'aime une personne, que ce soit en amitié, en amour, peu importe, on s'en fout. Si vraiment je lui fais un cadeau ou je l'aide financièrement, peu importe, on s'en fout. C'est vraiment ce plaisir de donner et de voir la satisfaction de la personne et la reconnaissance qui me fait plaisir. Mais sans vraiment attendre rien en retour, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment faire un geste de bon cœur et de ne pas attendre en retour, quoi. C'est juste le fait de voir que tu sors cette personne soit de la merde ou tu l'aides, peu importe. Mais au final, c'est vraiment cette satisfaction de se dire, voilà, j'attends rien en retour, c'est juste le plaisir d'offrir, tout simplement, quoi. Il n'y a rien d'autre derrière, quoi. Et sauf que les gens, déjà, ça, ont du mal à le comprendre, je pense, de manière générale. Et même moi, à l'heure actuelle, quand je me dis que je gagne beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, par rapport à d'autres entrepreneurs, c'est ridicule, mais beaucoup plus d'argent qu'avant. C'est-à-dire qu'en un mois, je fais presque 2 ans de salaire que je faisais avant en travaillant en tant que salarié et en travaillant autant. Et du coup, la satisfaction personnelle, elle n'est pas forcément dans l'argent que j'ai sur mon compte. Elle est dans le fait de me dire que si genre demain j'ai envie d'offrir un voyage à mes parents parce qu'ils ont toujours été là pour moi, ils m'ont toujours soutenu, même pendant la période où ça a été très difficile et que je pense que j'aurais pas voulu être à ce moment-là les parents de moi, en gros. Je pense qu'ils ont été très patients et que j'ai eu des périodes très difficiles et du coup, un peu, voilà. Et du coup, c'est juste me dire, putain, demain, si j'ai envie de leur offrir 15 jours au Baléares ou 15 jours, peu importe, dans un endroit paradisiaque, je peux le faire et je le ferai de bon cœur parce que je me dis c'est un minimum et juste le fait de me dire que ça leur fait plaisir, ça me suffit et ça va au-delà de l'argent, quoi. Alors oui, je pourrais me payer le voyage pour moi, mais la satisfaction n'est pas la même. Alors ça ne m'empêchera pas de me payer un voyage pour moi, mais ce que je veux dire, c'est que la satisfaction de me dire, c'est pas forcément l'accumulation de cet argent qui me fait plaisir, c'est le fait de me dire, alors déjà, j'ai pas de limite, j'ai beaucoup moins de problèmes, c'est-à-dire que la banque me casse pas les couilles parce que je suis à découvert de 100 euros, et c'est surtout parce que ça t'apporte une liberté qui n'a pas de prix, quoi. C'est-à-dire que tu peux offrir à tes parents un voyage, si vraiment après tu gagnes beaucoup d'argent, tu peux leur offrir une maison, et du coup, tu peux vraiment faire plaisir aux gens que t'aimes, et je pense que c'est encore plus important que se faire plaisir à soi-même.
Parce qu'au final, ce que je suis à l'heure actuelle, c'est grâce à mes parents. Alors même s'ils ont été durs, j'ai une éducation stricte. Toutes les valeurs de base que j'ai, la politesse, être patient, être courageux, toujours avoir travaillé, je le dois à eux. Et je pense que personnellement, si j'avais été, si j'avais un enfant comme moi, j'ai vraiment passé une période de mes 20 ans à mes 30 ans qui était très difficile. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été très difficile. Je pense qu'à la place de mes parents, j'aurais lâché l'affaire depuis longtemps. Tout ça pour dire qu'au final, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que je suis quelqu'un à la base qui aime donner, qui fait entière confiance envers les gens que j'estime bien, qui est trop gentil sûrement. Enfin, d'ailleurs, la preuve que je le considère comme un défaut à l'heure actuelle, c'est que, alors que ça ne devrait pas, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a tellement profité de ça que je considère que je suis trop gentil. Alors que pour moi, je pense que c'est juste la qualité essentielle que peut avoir un être humain en général, c'est-à-dire, c'est la gentillesse, c'est juste voir que même si tu fais pas grand-chose, ça rend les gens heureux. Et au final, je pense que c'est un peu aussi pour ça que j'aime bien la formation en ligne en général, c'est que je peux apporter une valeur ajoutée aux gens, je peux les sortir en gros de la merde. Alors je dis de la merde, c'est juste les sortir du salariat, avoir une liberté financière, avoir une liberté géographique, avoir une liberté qui n'a juste pas de prix. Alors même si au final ces personnes-là, vous leur apportez juste le fait de gagner 3-4 000 euros par mois, mais que ça peut leur permettre de quitter un boulot qui les fait chier du soir au matin, qu'elles vont devoir faire pendant 40 ans alors qu'elles n'aiment pas leur travail, eh ben, si elles gagnent 3-4 000 euros par mois, ben, c'est tout gagné pour elles. En plus, elles ne passeront pas 8 heures par jour à travailler, elles vont y passer 3-4 heures maximum. Et du coup, si je peux leur apporter ça, si je peux les sortir de ce quotidien qui les ennuie, voyager, faire profiter leurs proches, ben, au final, je me dis, j'ai tout gagné, quoi. J'apporte de la valeur, ça me fait plaisir. En plus, c'est une forme, vu que je vends à la base quand même ce produit, cette formation, cette méthode, ça me protège parce que je me dis que j'ai moins de chances de me faire arnaquer dans le sens où les gens ont payé pour quelque chose. Parce que forcément, du coup, c'est ce qui est vraiment dommage, c'est qu'à la base, quelque chose qui a une qualité, donc être généreux, avoir envie de donner aux gens, c'est foncièrement sincère quand je dis ça. Je préfère faire plaisir à quelqu'un. Je trouve plus de plaisir à faire plaisir à quelqu'un que de me faire plaisir moi-même. Ça ne m'empêche pas de me faire plaisir, mais j'ai plus de satisfaction à rendre quelqu'un heureux juste par une attention, un petit cadeau. Ça ne veut pas forcément dire qu'on lui achète une Ferrari ou qu'on lui achète une maison, mais j'ai plus de satisfaction personnelle à donner quelque chose à quelqu'un, et juste dans son regard, dans son attitude, vous ressentez à quel point c'est important. Et ce côté-là, on l'interprète comme un défaut, et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Parce qu'au final, c'est juste parce qu'il y a des gens qui profitent trop de ça, de cette gentillesse. Et du coup, moi, ça a exactement été ça. C'est-à-dire que pendant 15 ans, on a abusé de ma gentillesse. Et au bout d'un moment, j'étais obligé de passer à un extrême pour me blinder de tout ça et pour me protéger, tout simplement, parce que les gens en profitaient trop. Alors après, dans l'eau, il y a forcément des gens qui n'ont pas profité, mais on va dire que 80% des gens en ont juste profité et rien d'autre. Alors moi, c'est quelque chose que je ne peux... En plus, je suis tellement un peu naïf et un peu fleur bleue que moi, ça, je ne le comprends pas. C'est-à-dire que je ne peux pas comprendre que l'on profite de la naïveté ou de la gentillesse de quelqu'un. Je pense, pour moi, c'est vraiment quelque chose... c'est vraiment... je trouve que c'est la plus belle qualité qu'il y a, d'être généreux, d'être attentionné envers les autres.
Et du coup, je ne conçois pas le fait qu'on puisse tromper ces personnes qui sont gentilles et qui sont foncièrement gentilles et qui sont foncièrement dans une attitude d'aider les autres. Et du coup, moi, c'est vrai que c'est un peu pour ça que je me suis fait avoir pendant des années. C'est-à-dire que moi, je ne comprenais pas que l'humain, en quelque sorte, pouvait abuser de cette gentillesse. Pour moi, c'est juste pas humain de profiter de quelqu'un qui est foncièrement dans une bonne intention et qui est foncièrement dans une attitude d'aider les autres. C'est-à-dire que moi ça, je ne le conçois pas, quoi. Ça me dépasse. Alors après, je vais pas vous cacher, je suis très fleurbeux. C'est-à-dire que moi, vous me mettez une émission ou un film qui est très à l'eau de rose, ça me va très bien. Je suis un peu une nana sur les bords, c'est-à-dire que je suis un peu, de manière générale, pas à fleur de peau, mais on va dire que... comment dire ça, c'est pas facile. Euh, on va dire que je suis assez sensible de nature et du coup, même si je me suis blindé par rapport à ça, euh, je vais plus me laisser aller si je suis tout seul ou quoi que ce soit. Après, devant les gens, je suis plutôt maintenant dans une attitude où je suis renfermé, c'est-à-dire que je vais pas facilement m'ouvrir tout simplement parce que avec les années, on me l'a tellement fait à l'envers que en fait, j'ai appris à me protéger par rapport à ça. Et du coup, je ne le montre pas devant les gens. Ce que je trouve juste déplorable parce qu'au final, quelque chose qui est censé être pour moi une des meilleures qualités en est devenu quelque chose que je dois cacher juste parce que les gens sont mal intentionnés et juste parce que les gens ont envie de profiter de cette faiblesse qui n'est même pas une faiblesse d'ailleurs parce que forcément pour moi je trouve que c'est une qualité et du coup voilà donc alors désolé pour ce podcast qui est un peu plus personnel, c'est quelque chose qui me touche en fait parce que vraiment je pense que c'est vraiment dommage. Je pense que de manière générale malgré tout ce qu'on peut dire, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont vraiment un peu comme moi, dans cet état d'esprit où ils sont foncièrement gentils, ils ont foncièrement envie d'aider les gens, sauf qu'on ne le fait plus tout simplement parce que soit on s'est trop fait avoir, soit parce que c'est perçu comme une faiblesse de la part des autres, c'est-à-dire que gentil, eh ben, ce n'est pas... à l'heure actuelle, dans notre société, on considère que être un connard et répondre et bâcher les autres, en gros, eh ben, c'est plus valorisant que d'être quelqu'un de gentil, ouvert, qui peut comprendre les autres, qui peut apporter de la valeur ajoutée. Et je trouve ça au final assez dramatique, c'est-à-dire qu'on va préférer... l'autre jour, j'ai vu une scène qui m'a assez... Enfin, qui m'a un peu scotché, c'est-à-dire qu'en fait, je sortais de chez moi, je passe devant un bistrot et il y a un mec un peu sapé, enfin un mec jeune, je sais pas, 25 ans, sapé assez classe. Et là, il y a un SDF qui vient le voir avec son chien et qui lui demande une pièce, mais très gentiment et tout. Et moi, je passe juste à côté, je passe à côté d'eux à ce moment-là. Et le mec, en fait, l'a tout de suite mal pris et a commencé à insulter le SDF et tout, à lui parler très mal, à faire des gestes assez agressifs, même s'il ne l'a pas touché. Et ce qui m'a le plus choqué dans tout ça, c'est-à-dire que moi, quand j'ai vu l'attitude du gars, j'ai trouvé ça ridicule et pathétique, alors que pourtant, il y avait tous les gens derrière qui étaient au bistrot, qui étaient sur la terrasse, et la plupart des gens rigolaient de ça, quoi. Et, et moi, ça m'a foncièrement choqué, parce que, moi, j'ai trouvé ça... Enfin, moi, c'est pas le SDF que j'ai trouvé pathétique dans l'histoire. Parce que le SDF, il a juste été voir la personne, il lui a dit bonjour, il a dit s'il te plaît, excuse-moi, est-ce que tu aurais un peu de monnaie. Il a été super respectueux. Il a été super respectueux envers le gars. Et le gars, direct, il est monté sur ses grands chevaux, il a commencé à l'insulter, le prendre de haut en disant voilà, toi t'es une merde, moi je suis bien. Et au final, pour moi, quand je vois ça, ben, la personne qui est pas bien dans sa peau, pour moi, c'est même pas le SDF, c'est la personne qui est en train d'insulter volontairement la personne qui est devant elle, devant tout le monde, pour se faire mousser et se faire un peu avoir une espèce de reconnaissance envers les autres qui sont à côté.
mais c'est tellement facile en plus de s'attaquer à une personne qui est dans un moment de détresse et un moment de faiblesse que, enfin, j'ai trouvé ça, moi sur le coup, je trouve ça pathétique. Mais ce que je comprends pas à ce moment-là, c'est pourquoi les 10 personnes qui sont en terrasse ou même un peu plus sont là bêtement à rigoler de l'attitude du gars qui est juste déplorable, quoi. C'est-à-dire que même moi, quand je suis passé devant cette scène, quand j'ai fait 5-6 mètres de plus, je m'en suis foncièrement voulu de ne pas m'être interposé entre le SDF et le mec et de l'avoir remis le mec à sa place, quoi. En lui disant, mais attends, mais t'es une merde pour lui parler comme ça. Il vient juste à la base te demander gentiment si t'as une pièce pour lui, quoi que ce soit. Et tu l'as descendu comme si c'était la pire merde du monde, quoi. Alors que le mec, il t'a juste rien fait, quoi. Et qui te dit que dans 6 mois, tu seras pas dans la même situation que lui, t'en sais rien. La vie, on ne sait pas ce qu'elle nous réserve. Qui dit que ce mec qui est dans la rue, il n'est pas plus intelligent que toi, qui te dit qu'il n'a pas 160 de QI, qui te dit que dans 10 ans, il n'aura pas une entreprise qui défaussera tout et qui gagnera 100 fois plus d'argent que toi par mois, t'en sais rien. Donc, ne te permets pas de juger cette personne que tu ne connais pas, et juste pour te faire mousser devant des gens qui sont là bêtement à rigoler parce que, en gros, on n'a pas de caractère, donc on se met derrière la personne qui est soi-disant au-dessus de l'autre personne. Et, euh, et, et quand je suis parti, quand je suis arrivé à ma voiture, je me dis, mais pourquoi j'ai pas réagi, quoi. En plus, je suis vraiment passé au moment où la scène s'est déroulée, et je m'en suis foncièrement voulu de ne pas avoir réagi et de ne pas m'être mis devant lui et limite de lui en avoir collé une, parce que, enfin, pour moi, dans toute cette histoire, les personnes pathétiques, c'est la personne qui s'est permis de l'insulter et de la prendre de haut, et les 10 personnes en terrasse qui bêtement rigolent, alors que pour la plupart, je suis sûr qu'ils en pensent même pas une. Enfin, qu'ils sont même pas d'accord avec ce qu'a dit la personne, mais juste par mimétisme et parce que, ben voilà, c'est plus facile de se mettre de ce côté-là que du côté du SDF qui lui a rien demandé. Et du coup, je pense que ça reflète assez bien l'état d'esprit général à l'heure actuelle, c'est que je pense que les gens de plus en plus en fait sont pas sincères dans le sens où aujourd'hui on le voit bien d'ailleurs dans la télé-réalité en général. Alors je regarde de moins en moins la télé, mais on voit bien que ce qui privilégie et ce qui fait, enfin ce que les jeunes considèrent comme avoir du caractère, c'est le fait de réagir et d'aller au clash, quoi. Peu importe s'ils ont raison ou pas, au final, le tout c'est d'affirmer un caractère, d'affirmer une personnalité, qu'elle soit même plutôt extrême, c'est-à-dire qu'elle soit méchante, que ce soit pour un gars, que ce soit machiste, que ce soit pour une fille, que ce soit plutôt féministe. Mais tout ça, c'est fait en fait dans. C'est pas fait sincèrement, c'est-à-dire que c'est pas forcément ce que la personne elle pense. C'est juste que l'effet de mode à l'heure actuelle, voilà, c'est d'aller au clash, c'est de gueuler plus fort que l'autre, c'est de montrer qu'on est le plus fort, même si au final, à l'intérieur, on n'est juste rien, on est juste une merde. Et c'est un peu de manière générale ce qui me dérange, c'est-à-dire que plus ça va, et plus la société en général a fait que on est devenu exactement ce qu'on ne voulait pas être et qu'au final on est un peu obligé de cacher ce qu'on est tout simplement. Euh, C'est-à-dire que, enfin moi je le vois, je suis quelqu'un qui aime donner, qui aime faire plaisir et au final je suis rendu dans l'extrême à ne plus faire confiance à personne, que ce soit aussi bien en amitié qu'en amour. Et du coup, ben, ça m'a totalement blindé et vrillé et je suis passé d'un extrême à l'autre. Tout simplement parce qu'en plus, c'est pas bien vu pour un gars d'être sensible, d'être un peu fleur bleue, etc., etc. Et au final, je trouve ça très dommage parce qu'en fait, à l'heure actuelle, on privilégie plutôt d'être faux que d'être sincère. Et au final, c'est assez dramatique parce que tout le monde se cache un peu derrière un personnage et en fait, on se reconnaît plus dans tout ça. En plus, le fait d'Internet, les réseaux sociaux, tout ça,
tout le monde se cache un peu derrière un ordinateur. Donc du coup, je pense que plus ça va aller et plus on va être loin de la réalité quand on prétend connaître quelqu'un par le biais d'Internet. C'est comme tout ce qui est site de rencontre et tout. Je pense que pour moi, un site de rencontre, c'est super dangereux. Pourquoi c'est super dangereux? Alors, ça fait 25 minutes le podcast, je m'écarte vraiment du sujet, mais ça me tient à cœur, donc du coup, je vais continuer, tant pis. Désolé pour ceux qui n'iront pas jusqu'au bout. Les sites de rencontre, pour moi, c'est un drame. Dans le sens où, alors, sur le fait que ça permet de rencontrer des gens, je suis assez d'accord. Je serais assez d'accord si en fait les sites de rencontre en soi me dérangent pas. Si dès le départ il n'y avait pas de discussion et qu'il y avait une rencontre physique dès le départ. Ce qui me dérange sincèrement, c'est qu'on met en relation des personnes qui souvent sont seules depuis des années, donc recherchent un peu l'affection, recherchent de l'affection d'une autre personne un peu trop, c'est-à-dire que ces personnes-là sont vraiment en manque d'affection. On joue sur ça justement les sites internet dans leur marketing jouent sur cette corde sensible pour faire que voilà, on veut trouver l'amour, tout le monde veut trouver l'amour, ça je peux le comprendre. Sauf que je pense que c'est hyper dangereux de commencer à échanger sur le net avec une personne pendant genre même ne serait-ce que 15 jours, 3 semaines, un mois par chat. Parce que déjà, la plupart du temps, les photos qu'on va mettre sont des photos où on est sur notre meilleur profil, patati, patata. Sur le chat, on a tendance à embellir un peu la réalité. Et du coup, ce qui se passe quand on commence à échanger pendant 15 jours, 3 semaines, un mois par chat, il y a une certaine intimité qui se crée et il y a eu cette illusion d'être en cohésion avec la personne. Sauf que la personne, au final, on ne la connaît pas. C'est-à-dire qu'elle nous raconte un peu ce qu'elle veut. Alors même si elle nous raconte la vérité, on est quand même dans une illusion. Il ne faut pas se leurrer. Et en plus, ce qui est hyper dangereux dans tout ça, c'est que, genre, vous avez communiqué pendant 3 semaines, un mois avec cette personne tous les jours, tous les soirs. C'est-à-dire que vous êtes sorti du boulot le soir, vous lui avez confié vos problèmes les plus intimes, et ainsi de suite. Et au final, vous avez installé une relation amoureuse qui est virtuelle. Donc le jour où vous allez la rencontrer, même si cette personne, vous la voyez, elle vous plaît pas forcément physiquement et tout, vous avez l'impression d'être déjà dans une relation parce que vous avez créé cette alchimie en gros dans le chat, même si au final vous connaissez pas la personne. Et je trouve que c'est hyper dangereux parce que on a beau dire que le physique ne compte pas, moi je ne suis strictement pas d'accord avec ça, pas dans le sens pur du terme. Alors moi je suis très style romantique, moi je suis avec une nana, franchement elle est pas malheureuse, je suis très attentionné de manière générale et tout, elle est vraiment pas malheureuse avec moi. Mais ce que je trouve vraiment dangereux dans ces trucs-là, c'est que, en fait, au fond les gens ne se connaissent pas. Et je sais plus ce que je voulais dire du coup. Ça m'a coupé dans mon élan. J'étais bien parti. Alors attends, 2 secondes, ça va me revenir. Ouais, donc oui, donc je parlais du physique. Donc pendant 3-4 semaines, on a discuté avec cette personne. Et du coup, le physique passe un peu au deuxième plan. Dans le sens qu'on a l'impression qu'il y a une alchimie entre nous parce que on arrive à discuter tous les soirs, mais c'est pas forcément le fait que on a l'impression que ça se passe bien parce que tous les soirs on discute, mais on a surtout cette impression parce que le soir on sort du boulot, on a une certaine frustration, on est seul chez soi et c'est juste le fait de pouvoir échanger avec une autre personne qui nous fait du bien et c'est pas forcément le fait d'être en alchimie avec cette personne, c'est juste le fait de se dire ça me permet d'évacuer tout ce que j'accumule toute la journée parce que le soir j'arrive chez moi, je suis tout seul et du coup je peux l'exprimer auprès de personne. Donc en fait il y a une relation qui se crée assez forte avec cette personne alors qu'à la base vous avez une pauvre photo et que vous n'avez même pas rencontré cette personne en tête à tête et que vous ne savez pas si
s'il y a ce petit truc qui fait que la personne vous attire et qu'il y a quelque chose, quoi. Enfin, moi, je pense que c'est... on ne peut pas dire que le physique n'est pas... Enfin, le physique n'intervient pas. Moi, je me considère pas forcément beau, mais si j'ai pas déjà une attirance physique envers la personne, alors je suis d'accord que même si j'ai l'attirance physique pour une personne et que si je parle 1 heure avec elle, il n'y a aucun échange intellectuel entre parenthèses, hein, je ne veux pas dire que je suis un intellectuel, ce que je veux dire c'est si je me rends compte que la personne elle a le QI d'une vache et que on ne peut pas discuter 1 heure avec elle, clairement, même si elle me plaît physiquement, au bout d'un moment ça va vite me saouler, je vais passer à autre chose. Mais à la base, pour moi, il faut qu'il y ait cette alchimie physique. On va rentrer un peu plus dans les détails. Mais comment voulez-vous être avec une personne qui, à la base, vous ne trouvez pas belle? C'est-à-dire que le soir, vous arrivez dans la chambre, vous vous mettez au lit, qu'est-ce que vous voulez faire l'amour à une personne pour qui vous avez juste de l'attirance parce que en gros on a bien discuté, on arrive à bien discuter, mais si vous n'avez pas d'attirance pour cette personne, il n'y aura pas d'alchimie dans votre couple et c'est forcément un échec au final. Il n'y a pas de secret. Et du coup, pour en revenir au site internet de rencontre, c'est vraiment ce qui me dérange. Ça ne me dérangerait pas dans le fait où si vous créez s'il y a un site de rencontre et que ce site de rencontre te dit bon voilà, vous ne pouvez pas parler avec la personne, vous ne pouvez pas échanger pour l'instant. Par contre, vous pouvez lui proposer un rendez-vous physique dans tel ou tel endroit. Là, ça ne me dérangerait pas parce que et après, on pourrait continuer à chatter sur leur site ou par SMS, peu importe. Mais je pense que déjà, dans tout ça, la rencontre, elle est essentielle. Si déjà, je pense qu'il ne faut pas commencer à créer une pseudo-relation par le chat, parce qu'en plus, ça cible des personnes souvent qui se sentent très seules, donc qui cherchent un peu par désespoir l'amour, et au final, c'est plus du réconfort et de l'écoute qu'ils cherchent que de l'amour. Et du coup, si les sites proposaient direct une rencontre, foncièrement, ça ne me dérangerait pas. Ce qui me dérange, c'est vraiment de créer une illusion. Et au final, les gens, au bout d'un mois, ils ont créé quand même une relation parce qu'ils ont quand même tous les soirs ou tous les jours confié leurs problèmes à cette personne. Dire voilà, aujourd'hui au boulot, ça s'est mal passé, patati patata. Et du coup, il y a quand même une certaine alchimie, même s'ils ne se voient pas, qui se crée parce que vous leur avez confié leurs problèmes, ils vous ont écouté. Ça a duré 3 semaines, 1 mois. Et le jour, et c'est là que c'est dangereux, c'est que le jour où vous allez voir la personne en vrai, vous allez dire ouais, bon, ok, c'est pas forcément la personne sur qui j'aurais craqué si j'avais vu, mais bon, voilà, vous avez créé une certaine confiance, une certaine relation virtuelle en gros, et du coup, par dépit un peu, vous allez vous sentir obligé de continuer cette relation. Mais au final, la chimie physique, l'attirance, elle n'est pas forcément là. Et c'est là que je pense que c'est super dangereux. Parce que du coup, on a beau dire tout ce qu'on peut dire. Je pense foncièrement que si la personne, au final, moi le premier, hein, je suis quelqu'un de super sensible, romantique, tout ce que vous voulez. Mais si la personne à la base, elle ne m'attire pas, je ne pourrai jamais envisager quelque chose avec cette personne. Et je vais même aller plus loin dans cette approche, c'est-à-dire que si la personne elle est avec moi, on est en couple et qu'à un moment, tout bêtement, elle va prendre du poids, elle va se négliger et tout, je vais avoir énormément de mal à l'accepter. Alors si moi je me néglige autant que cette personne, j'estime que c'est moins grave. Mais si moi je fais un effort pour continuer à plaire à la personne avec qui je suis, et que la personne en face de moi se néglige, ne se maquille plus, ne fait plus d'efforts, ne s'habille plus, j'estime que pour moi c'est pas acceptable et que je pense vraiment je pense qu'un couple de manière générale ça s'entretient et que la base de tout, c'est le physique, c'est l'attirance, c'est tout ça.
Donc s'il n'y a déjà pas ça, alors moi je considère que c'est aussi très important de pouvoir discuter avec son conjoint, d'être un peu comme notre meilleur ami, peu importe, mais au final, s'il y a déjà pas cette chimie physique, je pense que c'est très dur de rester avec quelqu'un de manière générale. Moi, je suis foncièrement persuadé. euh, Moi, je pense que vous me proposez la femme, n'importe quelle femme qui, alors de manière générale, j'adore l'argent. Je vais pas me cacher, hein, j'aime bien l'argent, j'aime bien faire des super restos, ainsi de suite, faire des beaux voyages et tout. Par contre, je suis juste incapable, mais strictement incapable, de me mettre même avec une nana qui est pourtant assez jolie, qui a énormément d'argent, donc qui pourrait en sorte faire que je ne travaille pas jusqu'à la fin de ma vie. Je ne pourrais pas s'il n'y a pas cette alchimie, cette attirance. Pour moi, c'est juste inenvisageable. Enfin, je ne peux juste pas. En plus, je pense que c'est un peu comme tous ceux qui gagnent au loto et qui ont de l'argent qu'ils ne. Enfin, c'est pas qu'ils ne méritent pas, mais qu'ils ont de l'argent qu'ils n'ont pas forcément travaillé pour acquérir. C'est très dangereux dans le sens où la satisfaction dans le fait d'avoir de l'argent, c'est de se rendre compte de l'effort et de l'implication que ça nous a demandé pour gagner cet argent. Déjà dans un sens parce que vous allez dépenser derrière moins facilement, c'est-à-dire que même si vous avez beaucoup d'argent, vous allez estimer que voilà, il m'a quand même fallu beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de persévérance pour arriver à ce niveau de vie. Et du coup, vous n'allez pas le dépenser de la même façon. Tandis que si du jour au lendemain, vous gagnez 10 millions au loto, forcément, ces 10 millions, c'est pas pour rien qu'il y a une grosse partie de ceux qui gagnent des gros jackpots comme ça au million ou alors au million se retrouvent très peu de temps après complètement fauchés parce qu'ils n'ont pas cette valeur de l'argent, parce que cet argent, ils ne l'ont pas gagné honnêtement. Enfin, ils l'ont gagné, mais ils ne l'ont pas gagné par la sueur, par leur travail, par leur persévérance. Alors même s'il y a des entrepreneurs à l'heure actuelle qui gagnent des millions par mois, c'est quand même le fruit de leur travail. C'est le fruit de dizaines, voire de vingtaines d'années où ils sont passés à l'action, ils ont fait des efforts, ils ont subi de multiples échecs. Enfin, n'importe quel entrepreneur est passé par des moments de galère. Et même les plus gros entrepreneurs à l'heure actuelle, qui gagnent des millions par mois, sont passés par des phases très difficiles. Et s'ils gagnent des millions par mois, ben, c'est parce que ils sont malins, ils ont su aller là où il fallait, et que parce que l'argent amène l'argent, et parce qu'ils font des bons choix tous les jours, et parce que tous les jours ils se lèvent, tous les jours ils font des actions, et que c'est des gens qui s'arrêtent jamais, tout simplement. Mais cet argent-là, même si ça paraît des sommes astronomiques qu'ils gagnent par mois, ils ne sont pas arrivés du jour au lendemain comme ça, et cet argent, ils la méritent, ils la gagnent parce qu'ils ont fait des bons choix, parce qu'ils passent à l'action tous les jours, parce que voilà, donc c'est pas de l'argent qui tombe du ciel non plus, même si ça paraît beaucoup d'argent d'un seul coup, c'est pas de l'argent qui est venu comme ça du jour au lendemain. Ils ont acquis énormément d'expérience, de connaissances, ce qui leur permet à l'heure actuelle de générer des millions par mois, mais c'est pas venu du jour au lendemain, c'est le fruit de leur travail, de leurs nombreux échecs avant qu'ils y arrivent, de leurs nombreuses actions qu'ils entreprennent tous les jours, de leur mindset qui est tout le temps positif malgré les échecs et les obstacles. Enfin, il y a tout sauf du hasard dans tout ça, quoi. Ils n'en sont pas là comme ça par miracle. Alors moi, le premier, quand j'étais salarié, j'avais tendance à un peu cracher systématiquement sur les patrons. Mais je me rends compte qu'au final, dans la vie, on a ce que l'on veut, c'est-à-dire que si on ne se donne pas les moyens de quelque chose, on ne l'atteint pas tout simplement. Et en plus, si on n'essaye même pas, on ne risque pas de l'avoir. Je pense que la pire des choses au monde, c'est d'avoir des regrets. Et les regrets, c'est avoir des regrets à 65 ans et dire qu'on a raté sa vie et qu'on est passé à côté de quelque chose, pour moi, c'est juste la pire chose. Pour moi, c'est juste la mort. Autant mourir, quoi. Au final, c'est quoi le but d'une vie si au final, on a fait que ce que les autres nous ont dit de faire et qu'on a eu une vie de merde et qu'à aucun moment on n'a éprouvé aucun plaisir, quoi. Donc du coup, je pense qu'on a tous le choix dans la vie, plus ou moins difficile, je suis d'accord. Moi,
j'ai commencé à réussir dans l'entrepreneuriat. Et pourtant, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, le premier formateur que j'ai eu m'a dit si tu ne prends pas la décision honnête et ferme de quitter ton travail, tu ne réussiras pas. Donc en gros, il me disait que, parce que moi ce que je lui disais, pour l'instant, dans un premier temps, je vais garder mon boulot de salarié et faire ce que tu me proposes. Donc lui, il proposait de créer un business de A à Z. Un business de A à Z dans la prestation de service. Son truc était très intéressant et du coup moi j'avais dit ouais mais moi dans un premier temps je veux pas quitter mon emploi de salarié, ça me fait quand même un revenu tous les mois, donc du coup je vais faire ça en plus. Et dès le départ il m'avait dit de toute façon tu t'impliqueras jamais à 100% dans ce business et du coup tu risques d'échouer avant de commencer. J'étais un peu têtu à l'époque et du coup j'ai dit oui bien sûr et j'ai écouté d'une oreille et c'est sorti de l'autre et au final il avait complètement raison, c'est-à-dire que on va dire ça fait un peu plus d'un an que je m'intéresse, que je fais beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat, que j'ai essayé beaucoup de formations, beaucoup de business différents et au final je me rends compte que le jour où j'ai commencé à réussir, c'est le jour où j'ai dit ok stop, ok je suis plombier chauffagiste, j'ai un bon salaire, je suis payé plus de 13 euros de l'heure, je gagne entre 1800 et 2000 euros net, c'est un très bon salaire en France. Mais tant que je serai dans ce travail, je serai trop fatigué le soir pour faire un autre business et le week-end, je serai trop fatigué pour m'investir à 100% dans ce que j'ai vraiment envie. Donc du coup, j'ai quitté mon CDI, j'ai dit stop, on arrête les conneries. J'ai dit ok, quitte à pas bouffer, alors j'ai quand même négocié une rupture conventionnelle, ce qui permettait d'avoir un chômage pendant un petit temps. Mais j'ai dit voilà, au moins j'aurai 8 heures par jour à consacrer à ça. Et voilà, on va s'y mettre à 100%. Et ça a été le début, pas de ma réussite, parce que les 3-4 premiers mois ont été durs et j'ai commencé à réussir au bout de 4 mois. Mais ça progressait petit à petit chaque mois. Au début, j'avais une agence de prestation de services dans les tunnels de vente, ça marchait plutôt bien. Je gagnais pas autant que je gagne maintenant, c'est-à-dire que je faisais entre 1500 et 4000 euros par mois suivant les clients que j'avais. Mais bon, voilà, j'étais pas pas à plaindre, je gagnais presque autant que quand j'étais salarié. J'avais peut-être un peu plus de travail à faire, mais bon, voilà, j'étais disponible, j'étais libre, je faisais ce que je voulais de mes journées, je les organisais comme je voulais, et ça, pour moi, déjà, ça n'avait pas de prix. Et voilà, et à partir du moment où j'ai considéré que voilà, donc je tournais la page du salariat et que je me consacrais uniquement à l'entrepreneuriat, ça a été le début de mon succès. Et je pense aussi une autre chose qui a été très importante dans la réussite, c'est pendant un an, j'ai fait énormément de formations. J'ai été presque fait toutes les formations en entier, mais seulement j'étais un peu tout le temps à la recherche d'une nouvelle astuce, d'une nouvelle formation, d'une nouvelle méthode soi-disant miracle. Et du coup, j'avais tendance à trop me disperser de droite à gauche, à chercher les nouvelles méthodes, les dernières techniques ou le dernier business à la mode qui allait cartonner à la place du précédent que j'avais fait. Et du coup, je suis un peu boulimique de technologie et tout ça, et ça se retrouvait un peu dans mes formations, dans le sens où dès que je voyais sur Facebook une nouvelle pub d'un nouvel entrepreneur qui présentait une soi-disant méthode miracle avec une formation miracle, et du coup j'avais tendance à y aller, et du coup ça me dispersait du précédent projet où j'aurais pu réussir. Et il y a un moment, je pense que ça a été un peu le déclic, je me suis retrouvé j'ai passé un mois j'ai passé un mois assez horrible, c'était en enfin même octobre 2017, où je me suis vraiment retrouvé fauché, c'est-à-dire j'ai vraiment pas une thune. Je pense que j'ai été bien une semaine à bouffer une baguette de pain par jour tellement j'avais plus de thunes. Et du coup, j'ai été quasiment à ce moment-là à deux doigts d'abandonner en me disant bon voilà, j'ai juste un coup de fil à passer. Dans mon métier plombier chauffagiste, j'ai aucun mal à trouver du travail.
Du coup, je dis putain, mais je dis, au final, je suis quand même con, quoi. Enfin, je sais que j'ai 1800, 2000 euros net par mois d'assurer que je peux travailler dès demain. Et au moins, je boufferai à ma faim et voilà, je pourrais payer mon loyer, quoi. Et, euh, et du coup, ça m'a forcé à retourner un peu à retourner en intérim, tout simplement, dans le salariat. Et depuis 15 ans, je me trouvais toujours l'excuse de me dire, bon, voilà, j'ai pas trouvé le poste de mes rêves, donc c'est pour ça que je ne reste pas dans les entreprises. J'avais une grosse tendance à favoriser l'intérim parce que ça me permettait de ne pas rester trop longtemps dans une entreprise. Mais en fait, c'est pas forcément l'entreprise qui me dérangeait, c'est plus le salariat de manière générale qui me dérangeait en fait. Sauf que j'avais tendance à me voiler la face un peu sur ça en me disant bon voilà, c'est parce que j'ai pas trouvé le poste de mes rêves. Et j'ai repris l'intérim en novembre 2017 parce que plus de thunes hein, tout simplement. Et, euh, et là, il s'est avéré que par intérim, ce qui est assez rare, je me suis retrouvé sur le poste que je cherchais en gros depuis 15 ans. Quoi. Donc le poste de rêve que je recherchais. Et au bout de 15 jours, j'ai fait le point en me disant waouh, en fait, tous les matins, je me lève avec la boule en ventre, j'ai pas envie d'aller travailler. Quand j'embauche le matin, j'ai juste envie que la journée se finisse. Et en plus, ça m'empêche d'avancer sur tout ce qui est entrepreneuriat. C'est-à-dire, je suis tellement crevé le soir que je suis juste incapable de faire autre chose. Et même le week-end, je suis tellement crevé que je ne peux rien faire à côté. Et du coup, là, je me suis vraiment mis en question et je me suis dit, mais si c'est pas possible, c'est moi qui ai un problème à la base. Là, j'ai le poste de mes rêves, je suis super bien payé par rapport à la majorité des gens. Je suis super bien payé. Qu'est-ce qu'il me faut de plus qu'au final? J'ai dit putain, mais au final, au bout à 36 ans, je me dis putain, mais c'est toi qui as un problème quoi. C'est pas les entreprises, c'est pas le poste, c'est toi qui as un problème. Au bout d'un moment, faut comprendre ce qui se passe quoi. Et, euh, et là, je me suis dit bon, ok, on n'est toujours pas satisfait de ce qu'on a, donc forcément, il y a un truc qui va pas. Et là, vraiment, j'ai commencé à m'impliquer dans mon business à 100%, malgré que j'étais toujours en intérim en fait. Mais là, j'ai commencé vraiment à me dire un peu dans le truc de la dernière chance. Alors, je voulais pas quitter mon emploi parce que vraiment, j'étais vraiment dans la merde financièrement. J'avais des dettes et tout, donc j'avais pas trop le choix que de garder mon travail. Mais du coup, je me suis vraiment impliqué à fond malgré la fatigue le soir, malgré la fatigue le week-end. J'ai passé plusieurs nuits blanches où j'embauchais le matin et j'avais travaillé toute la nuit sur mon business. Mais voilà, je me disais, c'est maintenant ou jamais. Si tu veux réussir, c'est tout de suite ou jamais. Et du coup, c'est de là que tout est parti et que mes business ont commencé à décoller littéralement. Et c'est un peu la magie du truc parce que je me dis que j'ai passé un an à me chercher et qu'au final, en l'espace de moins de 2 semaines, avec un travail acharné et une volonté, j'ai réussi à développer ce que je voulais faire depuis un an, tout simplement parce que j'avais eu un peu ce style de déclic en me disant de toute façon, le salariat ne me contentera jamais et je ne serai jamais heureux là-dedans. Et du coup, bah, euh, ça s'est tellement super bien passé que ça faisait 15 jours que j'étais en intérim. La troisième semaine, je commençais à gagner pas mal d'argent sur Internet. Et là, au milieu de la quatrième semaine d'intérim, le mardi soir, j'ai été voir mon patron et je lui ai dit écoute, ciao, je serai même pas là demain matin. Je commence à gagner autant d'argent en 15 jours que j'en ai gagné en un mois avec vous. Alors c'était le tout début, donc je gagnais pas tant d'argent que ça. Mais du coup, j'ai claqué la porte un mardi soir et j'ai dit ciao, je me casse, j'en peux plus, vous me faites chier. Et depuis, ça s'est juste jamais arrêté. Et je prends un plaisir fou tous les jours à me lever à 7h30. Moi, il n'y a pas d'importance qu'on soit samedi, dimanche ou lundi. Pour moi, c'est la même journée. Donc, je me lève à 7h30 quoi qu'il arrive. Euh, je vois aujourd'hui, j'ai fait une conférence. On était samedi. La personne m'a remercié parce que c'est gentil de prendre un samedi pour la conférence
assez bien passée. Du coup, elle a duré assez longtemps, elle a duré 2h30. Mais moi, c'était un réel plaisir. Au final, quand elle m'a dit qu'on était samedi, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, on est samedi, quoi. Mais au final, ça n'a pas d'importance parce qu'en plus, je prends un tel plaisir à travailler. Alors, je suis même obligé de me limiter, c'est-à-dire que euh, je commence à 8h devant le PC le matin, je me force à manger le midi, et le soir, en général, je décroche pas avant 19h, 20h du PC, quoi. Mais j'ai pas l'impression que c'est du travail, quoi. Et si j'ai envie à 14h de me dire, bon, ouais, voilà, je suis fatigué, j'en ai marre, moi, ma passion à côté, c'est le golf. Si j'ai envie de me dire, bon, ben voilà, je vais faire un parcours de 4 heures, ben je me le fais parce que j'ai pas d'impératif, parce que je fais ce que je veux. Et du coup, ça n'a pas de prix. Et même si je gagnais le même salaire que quand j'étais salarié, juste le fait de me dire que j'ai cette liberté, ça n'a juste pas de prix. Alors, je pense que par contre, il ne faut pas non plus être dans l'illusion de se dire, voilà, je suis à mon compte, donc, je commence à gagner de l'argent, donc je vais me lever à 11h tous les matins. Ça, pour moi, c'est bidon. C'est-à-dire que déjà, on est plus efficace le matin de manière générale et que je pense que si vous n'êtes pas capable de vous lever le matin pour faire ce dont vous avez choisi de faire, il faut changer de branche ou faire autre chose, quoi qu'il arrive. Mais moi, je me lève vraiment dans cette optique le matin. J'ai jamais eu aussi peu de mal à me lever le matin. C'est-à-dire que déjà, juste le kiff, c'est de ne plus avoir de réveil, quoi. C'est-à-dire que mon réveil, c'est mon horloge biologique, quoi. Alors déjà, j'ai appris à me coucher plus tôt le soir, c'est-à-dire que j'ai vraiment compris, j'étais quelqu'un qui avait tendance à se coucher tard le soir, donc 1h, 2h du matin. Et j'ai vraiment compris que le sommeil le plus réparateur, il est à partir de 11h minuit. Et que si vous vous couchez après minuit, forcément ça va impacter votre sommeil. Parce que même si vous allez dormir de minuit à 11h, votre sommeil ne sera jamais aussi bon que de 11h même à 5h du matin. Même si votre sommeil va être plus court, il va être beaucoup plus réparateur si il est dans votre système d'horloge biologique. C'est hyper important, le sommeil est hyper important. Et du coup, moi je l'ai découvert avec l'entrepreneuriat de manière générale, hein. De toute façon, c'est toutes ces expériences qui font que j'ai avancé. Mais je pense que si on me disait demain, est-ce que tu acceptes de retraverser cette année un peu de galère, est-ce que tu le referais? Je signerais tout de suite. Parce que juste sur le plan personnel, ça n'a juste pas de prix. C'est-à-dire que mes parents me reconnaissent pas, quoi. J'ai arrêté de fumer du jour au lendemain sans problème. J'ai tellement évolué sur le plan personnel. J'étais quelqu'un de extrêmement négatif et de râleur. J'étais le bon français de base qui critiquait tout le monde, qui se permettait de juger tout le monde alors que sa vie était pathétique. Et du coup, je suis passé vraiment d'un extrême à un autre sans difficulté. C'est-à-dire que maintenant, je suis quelqu'un de positif, j'ai le sourire, je suis toujours dans un bon état d'esprit. Même dans les pires situations, j'arrive à en ressortir le côté positif. Et je pense que même dans les situations vraiment les plus catastrophiques, il y a toujours une part de positif dans l'histoire. Et qu'il faut vraiment arrêter de se concentrer sur le négatif. Et vraiment, au début, j'arrivais pas à comprendre ces entrepreneurs qui nous vendaient toujours cette histoire de mindset, donc de cet état d'esprit positif, qu'il fallait tout le temps avoir le bon état d'esprit. Et j'avais vraiment du mal à le comprendre au début. Et je me rends compte à quel point ça a juste changé ma vie, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. C'est-à-dire que quand vous commencez à faire l'effort, alors au début, c'est un travail à faire sur soi-même, hein. C'est-à-dire que moi, au début, j'ai lu le livre d'Anthony Robbins, qui est super intéressant, qui est assez dur à lire parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de lire, tout simplement. Mais par contre, qui est super intéressant. Et en fait, l'exercice... Pardon. Du coup, l'exercice qui nous impliquait à faire et qui, moi, m'a vraiment aidé, en fait...
il disait que quand vous commenciez, par exemple, je sais pas, vous êtes sur la route en voiture et vous commencez à râler parce que le mec de devant n'avance pas ou il roule à 60 km/h alors que c'est limité à 90 et que vous commencez à râler et que vous commencez à vous en rendre compte, il faut faire ce qu'on appelle, si vous commencez à vous rendre compte, il faut un déclencheur. Un déclencheur, c'est quoi? Ça peut être se toucher l'oreille, ça peut être se toucher le nez. En fait, c'est un geste qui va vous permettre de vous rendre compte que vous êtes dans un état d'esprit négatif. Donc moi, j'aime bien les bagues et j'ai toujours une bague. Et mon déclencheur, c'est dès que je me rendais compte que j'étais dans un état d'esprit négatif et que je commençais à monter en pression pour rien, hein, au final, du coup, je touchais ma bague et ça me permettait de me dire, ok, là, tu es en train de partir en couille en quelque sorte, tu es en train de t'énerver pour rien. Au final, qu'est-ce que ça va t'apporter de t'énerver contre la personne devant? Est-ce que ça va la faire avancer plus vite? Non. Est-ce que toi, par contre, ça va te mettre dans un mauvais état d'esprit et que tu vas être énervé pendant 2 heures? Oui. Donc ça sert à quoi au final? À strictement rien, à part te monter le bourrichon tout seul. Et du coup, ça me forçait à me rendre compte que j'étais dans un mauvais état d'esprit. Et à force de faire cet état d'esprit, naturellement, je suis passé dans un état d'esprit négatif. C'est-à-dire que même dans mes situations, dans mes échecs de business et tout, je dis ok, on a échoué, pourquoi on a échoué, qu'est-ce qui s'est passé, quel est le positif dans tout ça. Si de premier abord on se dit bon ok, ben, j'ai eu un échec dans ce business là, j'ai perdu de l'argent, c'est négatif, ben pas forcément justement. C'est pas forcément négatif, ça se trouve au final dans ces situations-là, on en retirera plus de positif. Pourquoi? Ben, tout simplement, ok, on a fait un business, ça n'a pas marché, pourquoi? On analyse la situation, pourquoi ça n'a pas marché, quelles erreurs m'ont été fatales, ok. Et cette analyse-là de la situation et cet échec vous servira peut-être plus tard à réussir tout simplement. Parce que ces erreurs que vous avez faites, vous en avez déduit les conclusions, vous avez dit, bon ok, voilà, j'ai échoué à cause de ça, parce que mon attitude n'était pas correcte, ainsi de suite. Et du coup, toutes ces conclusions, toutes ces analyses vont vous servir pour le prochain business que vous allez faire. Et si vous n'avez pas cette approche positive dans le sens où voilà, ok, on a eu un échec, ce qu'on va faire, on va en tirer les conclusions et on va apprendre de nos erreurs. Donc du coup, c'est ça le mindset, c'est-à-dire c'est se dire ok, bon, mais à la base c'est un événement négatif, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer de positif de cet événement négatif? Et bon, on en tire ça, et c'est la différence c'est là qu'est toute la différence, c'est-à-dire que vu que vous avez réussi à sortir quelque chose de positif de je vais y arriver, de cet aspect négatif, eh ben là, l'entreprise d'après, pourquoi vous allez réussir? Parce que vos erreurs vous ont servi de leçon et que ces erreurs, vous n'allez pas les reproduire et que les conclusions que vous avez tirées de cet échec qui était avant, eh ben vous allez réussir à faire décoller votre entreprise, tout simplement. Et moi, je pense que c'était un peu ça, c'est-à-dire pendant un an, j'ai fait de multiples erreurs, j'ai essayé 1000 business, j'ai essayé 1000 façons, il n'y a rien qui me correspondait. Et au final, pourquoi j'ai réussi? Parce que déjà j'ai fait une méthode qui n'existait pas, que moi j'ai mis en place, que moi j'ai inventé, c'est ma propre initiative. C'est un cumul de tout ce que j'ai appris pendant un an. Grâce aux formations que j'ai suivies, que j'ai payées, même si ça m'a coûté cher pendant un an de suivre toutes ces formations, ben, c'est un cumul de tout ce que j'ai appris. Et surtout, c'est une méthode que moi j'ai mis au point, que moi j'ai sorti mes tripes, j'ai fait plein de tests, j'ai essayé des choses. Toutes les erreurs que j'avais faites dans le passé, je m'en suis servi pour pas reproduire les mêmes et aller dans le bon sens. Et du coup, c'est ce qui était le déclencheur de mon succès au final, parce que enfin de mon succès entre parenthèses, hein, bien sûr. Pour moi, c'est déjà un succès vu la galère que j'ai subie pendant un an. Gagner plus d'un an de salaire que je me faisais avant en un mois, pour moi, c'est déjà un énorme succès. Du coup, voilà, donc du coup, tout ça a fait ce que je suis aujourd'hui. Et, euh, et du coup, ben, au final, si on résume, c'est cet état d'esprit, donc de mindset qu'on parle tout le temps, ben, il est juste primordial. C'est-à-dire que
si vous faites quelque chose et que vous n'y croyez déjà pas à la base, c'est sûr que vous ne réussirez jamais. Si par contre vous êtes là en vous disant je vais forcément y arriver, il y a un moment où vous allez y arriver tout simplement, hein, comme on dit, hein, vous tombez 9 fois et la différence entre la personne qui va réussir et qui ne va pas réussir, c'est que la personne elle tombe 9 fois et elle s'arrête, et la personne qui réussit elle tombe 9 fois et elle se relève et elle réussit la 10e fois tout simplement, et il n'y a pas de secret. Et moi je l'ai bien compris, hein, d'ailleurs j'étais à deux doigts de tout abandonner 15 jours avant que mon business décolle littéralement et que ça s'arrête plus, quoi. Et pourtant j'étais à deux doigts d'abandonner, et je sais pas, j'ai eu cette petite voix intérieure en me disant bon, peut-être qu'on n'est pas si loin que ça de tout ça, quoi. Peut-être que le succès va arriver forcément. Et moi encore, j'estime que un an pour avoir du succès dans l'entrepreneuriat, c'est long. Quand j'ai mes partenaires qui parlent avec moi, ils me disent putain, en un an, ce que tu as réussi à faire, c'est énorme, quoi. Donc du coup, moi, je suis pas l'exemple de patience en général, mais voilà, ça fait plaisir, et je me dis que la plupart des entrepreneurs, ils galèrent au début. Mais je pense que déjà, pour tout entrepreneur, il y a une phase d'apprentissage, comme dans tous les métiers, c'est-à-dire que déjà, il faut faire beaucoup de formations, il faut voir beaucoup de choses, il ne faut pas forcément recopier les méthodes des autres, et il faut s'approprier son propre business, faire quelque chose qui nous plaît, qui est très important forcément. Bon, ce podcast est littéralement parti en sucette. J'ai parlé de tout et de rien. Euh, En plus, je vois que ça fait 1 heure. Le sujet me tenait à cœur, même si je ne sais pas trop au final ce qu'est le sujet du podcast. C'était un peu basé sur le mindset et le développement personnel en général. Après, je suis pas mécontent de ce podcast parce que je pense que j'ai vraiment parlé avec mon cœur, sincèrement. C'est des choses qui me tenaient à cœur. Voilà, donc du coup, j'essaierai de faire moins long demain, promis. Pour tous ceux qui me suivent et qui me soutiennent, ça fait super plaisir en tout cas. Et je prends vraiment un réel kiff à faire ce podcast tous les jours. Euh, Plus ça va aller, je pense, plus on sera sur l'entrepreneuriat, le développement personnel qui à la base, je pensais ne m'intéressait pas et qui en fait m'intéresse de plus en plus, et sur le mindset qui pour moi est primordial au final. Et du coup, je vous laisse tranquille parce que là, il est beaucoup trop long ce podcast et je vous dis à demain. Merci de m'avoir suivi. Ciao les amis.